À travers le monde, certaines attaques ont bouleversé des communautés entières, déclenchant des débats enflammés et menant à des lois radicales. Les témoignages des survivants, les rapports d'experts et les autopsies vétérinaires dressent un constat troublant. Certaines races sont surreprésentées dans les incidents graves. Mais pourquoi? La réponse ne réside pas uniquement dans la génétique, mais aussi dans l'histoire et la manière dont ces chiens ont été élevés et utilisés. L'une des attaques les plus célèbres et médiatisées est celle de Diane Whipple, en 2001 à San Francisco. Cette tragédie a secoué l'Amérique. Une femme de 33 ans, athlète accomplie, attaquée et tuée dans le couloir de son immeuble par 2 Presa Canario. Ces chiens, d'une puissance extrême, avaient été élevés dans un environnement de violence. Les propriétaires, inspirés par des cercles criminels, cherchaient à obtenir des molosses capables de tuer. Ce drame a révélé au grand public une réalité glaçante. Certains individus sélectionnent volontairement des chiens pour en faire des armes vivantes. En France, un autre cas a profondément marqué l'opinion. En 2000, un petit garçon de 6 ans a été attaqué et tué par un Rottweiler appartenant à un ami de la famille. L'affaire a déclenché une vague de panique et conduit au classement de certaines races en catégories interdites ou réglementées. Le Rottweiler, initialement chien de travail, s'est retrouvé au cœur d'une controverse dont les racines plongent dans son histoire militaire et son utilisation comme chien de garde. Mais l'incident le plus emblématique reste sans doute celui survenu en 1989 à Denver, qui a conduit à l'une des premières interdictions totales des pitbulls aux États-Unis. Une fillette de 3 ans, jouant dans son jardin, a été attaquée par un pitbull échappé de chez un voisin. Ce qui a choqué les enquêteurs, c'est la persistance du chien. Même sous les coups des passants, il ne lâchait pas prise. Cet événement a cristallisé la peur du verrouillage de mâchoire. Un mythe partiellement faux, mais renforcé par la puissance de morsure impressionnante de ces chiens. Les experts cynologues expliquent que les chiens ne verrouillent pas réellement leur mâchoire, mais que certains molosses ont été sélectionnés pour maintenir leur prise, malgré la douleur. Ce trait, autrefois recherché dans les combats de chiens et les chiens de chasse au gros gibier, est aujourd'hui à l'origine de blessures dramatiques lorsqu'un incident survient. En analysant les statistiques, un constat se dégage. Toutes les races de chiens mordent, mais certaines causent bien plus de dégâts que d'autres. Aux États-Unis, les études menées sur les attaques mortelles entre 1979 et 2020 révèlent que les pitbulls et leurs croisements sont impliqués dans environ 65% des décès canins humains. Le Rottweiler arrive en seconde position avec environ 10%, suivi par les bergers allemands, les huskies et les mastifs. Mais ces chiffres bruts ne suffisent pas. Ils doivent être mis en perspective avec le nombre de chiens existants. Certains défenseurs des molosses rappellent que les pitbulls sont l'une des races les plus populaires et que par conséquent, il est logique qu'ils apparaissent plus souvent dans les statistiques. Pourtant, un fait demeure troublant. Bien que des races comme les labradors ou les golden retrievers soient également très répandues, elles sont rarement impliquées dans des attaques mortelles. En Europe, des études plus poussées ont montré que l'environnement joue un rôle clé. En Suède, où les chiens dangereux sont soumis à des contrôles stricts, les attaques graves sont bien moins fréquentes qu'aux États-Unis ou au Brésil, où certaines zones utilisent encore les molosses comme chiens de combat clandestins. Mais le cas le plus surprenant vient peut-être du Japon. Le Tosa Inu, un molosse de combat historique, y est encore élevé selon des règles ancestrales. Pourtant, les attaques de Tosa sur les humains sont rarissimes. Pourquoi? Parce que la culture d'élevage japonaise impose des sélections extrêmement rigoureuses, éliminant tout chien montrant de l'agressivité envers l'homme. Le débat sur les molosses n'est donc pas qu'une question de race. C'est un mélange complexe de génétique, de sélection humaine et d'environnement. Pourtant, certains chiens semblent porter en eux un héritage difficile à maîtriser. Les récits d'attaques continuent d'alimenter les peurs et les légendes. En 2018, en Russie, un dog du Caucase a attaqué et tué son propriétaire après des années de maltraitance. Ce cas a relancé la question des conditions de détention de ces chiens ultra-protecteurs, capables de retourner leur agressivité contre leur maître si ces derniers ne respectent pas leur nature. Un incident encore plus glaçant a eu lieu en Afrique du Sud, où un Berkeball a tué son propriétaire lors d'un braquage. Ce chien, entraîné pour la garde, a attaqué les cambrioleurs, mais dans la confusion, il a également attaqué l'homme qui l'avait élevé. Une preuve supplémentaire que ces chiens, une fois dans un état d'excitation maximale, peuvent devenir incontrôlables. Ces tragédies ont conduit de nombreux gouvernements à interdire ou restreindre certaines races. Mais les interdictions sont-elles la solution? Les statistiques montrent que dans les pays où les pitbulls ont été interdits, comme le Canada ou le Royaume-Uni, les attaques de chiens n'ont pas diminué.
Elles ont simplement été commises par d'autres races. Alors, où se situe la responsabilité? Chez le chien? Chez l'homme? Ou dans l'histoire même de ces lignées, forgées pendant des siècles pour être des combattants implacables? Le débat est loin d'être tranché, et les incidents continuent. Mais une chose est sûre, chaque molosse porte en lui un passé lourd, une génétique façonnée par des siècles de sélection humaine, et une puissance qu'il faut savoir maîtriser. Si vous avez suivi jusqu'ici, alors vous méritez de savoir davantage. Les histoires de morsures et d'attaques ne sont pas seulement des statistiques. Derrière chaque incident, il y a des témoins, des familles marquées à jamais, et des experts qui tentent d'expliquer l'inexplicable. Lorsqu'un molosse frappe la scène, est souvent décrite comme un chaos absolu, une tornade de puissance incontrôlable qui laisse derrière elle des blessures aussi bien physiques que psychologiques. En 2009, aux États-Unis, James Montgomery, un ancien dresseur de chiens militaires, a été témoin d'une attaque particulièrement brutale dans un parc du Texas. « Je n'avais jamais vu ça, même dans l'armée », raconte-t-il. Un pitbull a bondi sur un enfant et en quelques secondes, il l'avait déjà secoué comme une poupée. Les parents hurlaient, mais personne n'osait approcher. J'ai dû utiliser une technique que nous employons pour neutraliser des chiens en état de rage totale. Même avec ça, il m'a fallu près d'1 minute pour le faire lâcher prise. 1 minute qui m'a paru une éternité. Les vétérinaires et comportementalistes s'accordent sur un point. Lorsqu'un molosse passe en mode attaque, il ne fonctionne plus comme un chien ordinaire. Dr Isabelle Fournier, vétérinaire spécialisée en comportement canin en France, explique. Les races sélectionnées pour le combat comme le pitbull, le Tosa Inu ou même le dog argentin ont été génétiquement programmés pour ignorer la douleur et persévérer dans une prise. Ce n'est pas une question d'agressivité innée contre l'humain, mais d'un instinct de prédation amplifié. Les attaques ne sont pas uniquement des histoires de chiens maltraités ou mal éduqués. Certains incidents impliquent des animaux élevés avec amour et soin. En 2017, en Australie, un couple a été dévasté après que leur American Staffordshire Terrier, qu'ils avaient depuis chiot, ait attaqué leur bébé de 8 mois. Dans une interview bouleversante, la mère en larmes témoigne. Il n'y avait aucun signe avant-coureur. C'était un chien parfait, joueur affectueux, puis en 1 seconde, il est devenu un monstre. J'ai vu son regard changer. Ce n'était plus mon chien. Ce phénomène appelé rage idiopathique, par certains spécialistes, reste encore mal compris. Il s'agit d'épisodes d'agression soudaine et imprévisibles, souvent sans signe avant-coureur. Si toutes les races peuvent être concernées, certaines lignées de molosses semblent plus susceptibles de développer ce comportement. D'autres experts, comme le Dr Samuel Richardson, éthologue, spécialisé dans les comportements agressifs, nuancent ces affirmations. Il y a très peu de preuves scientifiques solides sur la rage idiopathique. Dans la plupart des cas, il y avait des signaux, mais ils n'ont pas été détectés à temps. Le problème, c'est que les chiens de type molosse peuvent passer de l'avertissement à l'attaque en une fraction de seconde. Avec un petit chien, on a le temps de réagir. Avec un molosse, c'est déjà trop tard. Parmi les récits les plus glaçants, celui de Maria González en Espagne illustre une réalité méconnue. Certaines, racées comme le Tosa Inu ou le Boerboel, ont un mode de protection extrême qui peut se retourner contre leur propre maître. Son père, éleveur de Boerboels depuis plus de 20 ans, a été tué par l'un de ses chiens en 2021. Mon père disait toujours que ces chiens étaient des protecteurs parfaits, mais qu'il ne fallait jamais les sous-estimer. Ce jour-là, il est entré dans l'enclos et quelque chose s'est déclenché. Personne ne sait pourquoi. Il n'a pas eu le temps de se défendre. Des témoignages comme celui-ci posent une question cruciale. À quel point pouvons-nous vraiment comprendre ces chiens? Ce sont des animaux dont la génétique a été façonnée pour des rôles spécifiques. Combat, protection, chasse au gros gibier. Peuvent-ils vraiment s'adapter à une vie domestique sans risque? Les forces de l'ordre et l'armée, qui utilisent certains molosses dans des missions de sécurité, reconnaissent également la complexité de ces chiens. Un ancien maître chien des Navy Seals sous couvert d'anonymat partage son expérience. Les Malinois sont les plus utilisés, mais dans certaines opérations nous avons eu des Rottweilers et même des Mastiffs italiens. Ces chiens sont incroyablement efficaces, mais on nous apprend une chose essentielle. Il faut toujours garder un contrôle absolu. Le jour où tu relâches ton attention, tu prends un risque. Les débats sur la dangerosité des molosses sont souvent passionnés, mais une chose est sûre. Chaque attaque grave relance l'émotion et la peur. Les images de victimes, les vidéos de morsures filmées par des caméras de surveillance, les rapports d'autopsie décrivant des blessures dévastatrices. Tout cela alimente un climat où l'instinct l'emporte sur la raison.
Mais que disent vraiment les statistiques? Les chiffres officiels montrent qu'en Amérique du Nord, l'augmentation des attaques mortelles par des chiens est proportionnelle à la popularité des races impliquées. Les pitbulls et leur croisement restent en tête des incidents graves, suivis par les rottweilers et les bergers allemands. Pourtant, d'autres chiffres remettent en question les idées reçues. Le husky, considéré comme un chien familial, est également responsable de plusieurs attaques mortelles, notamment au Canada et en Russie. En revanche, des races comme le Tosa Inu ou le Dog de Bordeaux, pourtant réputés redoutables, apparaissent rarement dans les statistiques d'attaques sur humains. Cela pose une question troublante. Certaines races ont-elles une réputation exagérée tandis que d'autres, plus communes, passent sous le radar? Au Royaume-Uni, où la loi sur les chiens dangereux a interdit les pitbulls, les Staffordshire Bull Terriers ont pris leur place dans les refuges et les foyers. Résultat, les attaques graves ont continué, simplement avec une autre race. En Allemagne, les restrictions sur les Rottweilers et les Mastiffs n'ont pas empêché une recrudescence des attaques par des bergers allemands et des Malinois. Certains vétérinaires et comportementalistes plaident pour une approche basée sur l'éducation et non sur l'interdiction. La majorité des incidents graves impliquent des chiens mal socialisés, mal éduqués ou détenus dans des conditions inadéquates, affirme le docteur Fournier. Mais que disent vraiment les statistiques? Les chiffres officiels montrent qu'en Amérique du Nord, l'augmentation des attaques mortelles par des chiens est proportionnelle à la popularité des races impliquées. Les pitbulls et leurs croisements restent en tête des incidents graves, suivis par les rottweilers et les bergers allemands. Pourtant, d'autres chiffres remettent en question les idées reçues. Le husky, considéré comme un chien familial, est également responsable de plusieurs attaques mortelles, notamment au Canada et en Russie. En revanche, des races comme le Tosa Inu ou le Dog de Bordeaux, pourtant réputés redoutables, apparaissent rarement dans les statistiques d'attaques sur humains. Cela pose une question troublante. Certaines races ont-elles une réputation exagérée tandis que d'autres plus communes passent sous le radar? Au Royaume-Uni, où la loi sur les chiens dangereux a interdit les pitbulls, les Staffordshire Bull Terriers ont pris leur place dans les refuges et les foyers. Résultat, les attaques graves ont continué simplement avec une autre race. En Allemagne, les restrictions sur les Rottweilers et les Mastiffs n'ont pas empêché une recrudescence des attaques par des bergers allemands et des Malinois. Certains vétérinaires et comportementalistes plaident pour une approche basée sur l'éducation et non sur l'interdiction. La majorité des incidents graves impliquent des chiens mal socialisés, mal éduqués ou détenus dans des conditions inadéquates, affirme le docteur Fournier. Plutôt que d'interdire certaines races, il faudrait imposer des formations obligatoires pour les propriétaires de molosses. Car un bon maître fait toute la différence. Mais ces arguments peinent à convaincre les familles brisées par ces drames. Pour elles, chaque nouvelle attaque est une preuve que certains chiens ne devraient tout simplement pas cohabiter avec des humains. L'émotion l'emporte sur la raison et la peur des molosses continue d'alimenter les légendes et les controverses. Le syndrome du seuil de réactivité. Une explication. Rarement abordée. Chaque chien possède un seuil de réactivité, un point critique à partir duquel il passe d'un état calme à une réponse défensive ou offensive. Ce seuil est variable selon la race, l'individu, et surtout les expériences vécues. Ce qui est rarement expliqué, c'est que ce seuil ne fonctionne pas comme un interrupteur binaire. Il fonctionne comme une jauge qui se remplit progressivement. Un chien peut tolérer un premier stimulus stressant, un inconnu qui l'approche, brusquement, puis un second, un bruit soudain, puis un troisième, une sensation de douleur due à une manipulation involontaire. Lorsque la jauge atteint son maximum, l'attaque devient inévitable. Les propriétaires ne voient que la dernière goutte qui fait déborder le vase. Mais en réalité, la morsure est souvent le résultat d'une accumulation d'influences négatives. C'est pourquoi beaucoup d'attaques semblent sortir de nulle part, alors qu'elles étaient en gestation bien avant l'incident. La mémoire émotionnelle des molosses. Un piège, sous-estimé. Les chiens ne raisonnent pas comme nous, mais ils mémorisent les événements à leur manière, à travers leur mémoire émotionnelle et associative. Ce mécanisme est un facteur clé dans les attaques, car il explique pourquoi un molosse peut soudainement déclencher un comportement extrême face à une situation apparemment banale. Prenons un exemple. Un chien a vécu une expérience négative avec un homme portant un chapeau rouge lorsqu'il était jeune. Une personne l'a frappé, crié dessus ou l'a effrayé. Même des années plus tard, ce même chien peut associer inconsciemment tout individu avec un chapeau rouge à ce souvenir traumatique et réagir de façon imprévisible. Ce phénomène est souvent observé chez les molosses ayant été réhabilités après des conditions difficiles.
Certains refuges et centres de dressage militaire constatent que ces chiens peuvent sembler parfaitement stables, jusqu'à ce qu'un élément de leur passé refasse surface sous la bonne, ou la mauvaise, forme. La dissociation comportementale. Quand le cerveau du chien déconnecte, c'est un concept peu abordé en dehors des cercles spécialisés, mais certains chiens en état de stress extrême entrent dans une phase de dissociation comportementale. La dissociation est un mécanisme de survie présent dans le règne animal. Lorsqu'un chien dépasse un certain niveau de stress ou de surexcitation, il peut passer en mode automatique, une sorte d'état second, où il ne contrôle plus complètement ses actions. C'est notamment pour cette raison que certains molosses ne répondent plus aux ordres de leur maître pendant une attaque. Ce n'est pas un chien qui se rebelle, mais un chien dont le cerveau est passé en mode de défense instinctif, comparable à une crise de panique incontrôlable. Les forces spéciales et les unités cynophiles qui utilisent des molosses ont appris à identifier les signes avant-coureurs d'un état de dissociation. Un regard fixe, une respiration rapide. Des mouvements répétitifs comme le léchage compulsif du museau ou des bâillements fréquents sont souvent des signaux alarmants que beaucoup ignorent. Pourquoi certaines races sont plus concernées que d'autres? Tous les chiens peuvent mordre, mais pourquoi les molosses semblent-ils plus impliqués dans les attaques graves? Ce n'est pas uniquement une question de puissance. C'est aussi une question de câblage neurologique. Les races sélectionnées pour le combat comme le Pitbull, le Tosa Inu ou le Boerboel possèdent un seuil de tolérance à la douleur beaucoup plus élevé que les autres races. Cette insensibilité les empêche de ressentir immédiatement les blessures ou la douleur pendant une altercation. Résultat, ils ne lâchent pas. Mais il y a un autre facteur rarement mentionné, la persistance instinctive. Certaines races ont été sélectionnées pour poursuivre une action jusqu'à son terme sans retour en arrière. Chez un chien de berger, cela se traduit par une volonté de rassembler un troupeau quoi qu'il arrive. Chez un molosse, cela signifie qu'une fois engagé dans un combat, il n'abandonne pas facilement. Alors, qui a raison? Qui a tort? Les défenseurs des molosses affirment que tout est une question d'éducation et de propriétaire. Les détracteurs rétorquent que certains chiens restent dangereux, peu importe leur environnement. La vérité se trouve au croisement des deux arguments. Un chien n'est pas un robot programmé pour attaquer, mais il n'est pas non plus une peluche inoffensive. Ce qui doit être compris, c'est que les facteurs déclencheurs sont souvent invisibles subtils, cumulés sur le long terme. C'est cette accumulation silencieuse qui transforme un chien équilibré en une arme imprévisible. Alors comment éviter ces situations? La réponse ne se trouve pas dans les interdictions aveugles, ni dans l'aveuglement affectif. Elle réside dans une connaissance réelle et profonde des mécanismes cachés qui influencent le comportement des molosses. Un bon propriétaire n'est pas seulement un maître aimant. Il est aussi un observateur averti, un lecteur des micro-signaux comportementaux qui précèdent une catastrophe. C'est cette vigilance, et non une simple bonne intention, qui peut faire la différence entre un chien qui vit paisiblement et un drame annoncé. Les molosses ont toujours été au centre d'un débat tumultueux entre les passionnés et ceux qui se méfient d'eux. Cette polarisation a alimenté des mythes tenaces, souvent repris, sans réflexion ni vérification. Parmi ces idées reçues, l'une des plus persistantes est celle selon laquelle les molosses sont naturellement agressifs. Ce cliché simpliste occulte la réalité bien plus nuancée de ces chiens, créant une peur irrationnelle qui se nourrit de l'incompréhension et de la stigmatisation. L'un des mythes les plus courants est celui qui veut que la génétique détermine de façon définitive le comportement d'un chien. Ce raisonnement repose sur l'idée que certains chiens, en raison de leur race, sont prédisposés à l'agression, qu'ils soient Pitbull, Rottweiler ou encore Mastin. Cette vision dichotomique est fausse. Si la génétique joue indéniablement un rôle dans les caractéristiques physiques et comportementales d'un chien, elle ne dicte pas son destin. Les instincts de protection ou de dominance sont des traits hérités, certes, mais ils ne se manifestent pas inévitablement dans tous les individus d'une même race. D'autres facteurs tels que l'environnement, les expériences de vie et l'éducation interviennent dans le façonnement du comportement canin. Un chien bien éduqué, quel que soit son patrimoine génétique, est bien moins susceptible de devenir un danger. Il est essentiel de comprendre que l'éducation d'un chien est un facteur clé de son développement comportemental. Un chien, même un molosse, n'est pas une entité figée. Il est capable d'évoluer sous l'influence de son maître. Il n'est pas rare de voir des chiens d'une même portée réagir différemment à des situations identiques selon la manière dont ils ont été socialisés et formés. Cela va de l'apprentissage des bases de l'obéissance à la gestion des interactions avec d'autres animaux et humains. Si vous êtes arrivé jusqu'ici,
c'est que vous avez un avis. Et c'est exactement ce que nous voulons entendre. Que vous soyez d'accord ou non, que vous ayez une expérience à partager, une question à poser, ou même une anecdote qui pourrait enrichir le débat, les commentaires sont à vous. Partagez si vous voulez que d'autres remettent en question ce qu'on leur a toujours dit. Et surtout, dites-nous, après tout ce que nous avons exploré ensemble, quelle est votre vérité sur les molosses? Aimez, likez et activez la cloche de notification. Nous vous réservons plus de notions, plus de faits réels, et des conseils et des révélations plus surprenantes.